Mesdames et messieurs, bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale portant sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond et les démarches en cours afin de limiter au maximum les impacts d'une inondation au centre-ville. Vous savez, entre 2003 et 2014, on compte 5 débordements de la rivière au centre-ville de Saint-Raymond et quelques 3 millions de dollars ont été versés depuis 10 ans à peu près aux sinistrés par le gouvernement. Alors, suite à la dernière inondation au mois d'avril 2014, la Ville et les citoyens ont décidé d'attaquer de front la problématique. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Bonjour, M. Dion. Bonjour. Le directeur général, François Dumont. Bonjour, M. Dion. Le représentant de la CAPSA, Marc-André Demers. Bonjour, M. Beausoleil. Le chercheur à l'Université Laval, Benoît Turcotte. Bonjour. Et une membre citoyenne du Comité Rivière, Mme Carmen Barrette. Bonjour, M. Bonjour, Mme Barrette. Alors, je pense que pour les téléspectateurs, replongeons dans cette histoire du 15 avril 2014. Il y avait eu beaucoup de pluie, je pense, depuis 2-3 jours à peu près. Et en fin d'après-midi, la rivière déborde. Monsieur le maire, racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce moment assez spécial, justement, à Saint-Raymond, dès le départ de l'inondation. Bien, pour dire que ça se passe vite, vers 5 heures, on avait justement convenu avec mon directeur général, on avait été voir, on avait fait ce qu'on appelle la tournée des ponts. Alors, en passant sur les ponts vers 5 heures, tout était beau, il y avait à peu près une dizaine de pieds en dessous du pont Chalifour, puis tout semblait stable. Moi, j'étais sûr à ce moment-là qu'il n'y avait aucun problème de train de glace ou de niveau d'eau qui allait monter. Alors, je me suis en allé chez moi. Puis à 7 heures du soir, finalement, François m'appelle pour me dire qu'il y avait de l'eau pas loin de la résidence Estacade parce que c'est là un peu qui est névralgique. Alors, on s'est ramassé là. Et puis, c'est là qu'on a vu le niveau d'eau. Ça s'est passé aussi vite que ça. On était en surveillance, d'ailleurs, là, depuis le matin. On avait ciblé, là, disons, une veille de surveillance. Là, on avait ciblé les 48 prochaines heures. Donc, on était le mardi matin, le 15 avril. Puis, effectivement, donc, on surveillait ça de près, comme M. le maire l'a mentionné. Donc, sur l'heure du souper, là, effectivement, on avait une marge de manœuvre. Donc, ça va assez vite, merci. Là, en dedans d'une heure, là, c'est sûr que lorsque la rivière se bouche, donc ça monte très rapidement. Oui. La glace est descendue, finalement, et puis elle est arrivée dans le centre-ville. Comme on sait tous, dans le centre-ville, il y a moins de courant. Alors, c'est un peu l'histoire du lac. Et puis, la glace est en permanente, là. Ça fait que ça s'est bouché dans le coin des ponts. Et puis là, le niveau d'eau s'est mis à monter. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comme maire, comme directeur général, responsable du plan d'urgence, quelque part, il faut réagir, là, parce qu'il y a l'eau, puis on voit justement là, que ça s'aggrave. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la première étape, là, nous, c'est de récupérer les personnes âgées qui sont dans des résidences, et puis les gens alentours, et puis les pompiers rentrent en fonction pour essayer d'avertir tous les gens, aussi la rue Monseigneur-Vachon de l'autre côté, que l'eau monte, puis ça peut venir dangereux pour eux de rester dans leur résidence. Alors, on fait le tour. Nous, on était en résidence Estacade pour voir qu'est-ce qu'on faisait avec les gens. Finalement, on a décidé d'évacuer la résidence. Alors là, il faut trouver un site. Justement, nous, dans notre plan de mesure d'urgence, nous avons prévu un site. Alors, on a déménagé les gens. Finalement, c'est au centre multifonctionnel. On a emmené les gens là. Et puis là, ça a monté à un niveau que vous savez exceptionnel. Ça n'a jamais monté au cours des 100 dernières années à un tel niveau d'eau, niveau d'eau dans la rivière à ce moment-là, au centre-ville. Donc, alors, oui. Alors là, par après, il a fallu reprendre d'autres mesures plus tard dans la soirée. On n'était même pas au bon endroit. Il a fallu redéménager les gens encore à les polyvalentes à ce moment-là. Et puis, on a eu de l'eau, nous autres aussi, au centre-ville, dans notre caserne de pompiers. Alors, il a fallu déménager les pompiers, etc. Alors, et puis, tous les gens de l'autre côté ont été évacués, là, si on peut dire, avec les pompiers. Ouais. Et puis, on est arrivé le soir à un niveau tel que passait en avant de la caisse populaire avec un niveau pratiquement peut-être de la galerie. Là. Ce qu'on n'avait jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça si haut que ça. Là. Mais alors là, il faut faire des appels. Qui on rejoint? Oui, qui sont les intervenants qu'on rejoint justement pour nous aider? Les bénévoles? Ou... En fait, on pense à nos citoyens, bien sûr. La première préoccupation, c'est nos citoyens. Puis c'est la mobilisation des équipes. Donc, je vous dirais, M. Beausoleil, là, que ça se fait pratiquement par la force des choses. Là, tout le monde est mobilisé parce qu'il faut comprendre qu'il y a des appels au 911 qui sont effectués. Donc, automatiquement, là, nos pompiers, le MTQ, la Sûreté du Québec, tout le monde est mobilisé. La ville est mobilisée. Donc, là, ensuite de ça, tous ces gens-là sont dans la rue. Ça fait vraiment aller finalement aux priorités, aux urgences.
De notre côté, on regarde, M. le maire et moi, comme M. le maire l'a mentionné, au pied de l'estacade. Oui. On évalue le débordement de la rivière, on mobilise nos autobus avec notre chef pompier. Et là, c'est l'organisation, finalement, là, de nos équipes d'intervention. Donc, on sait qu'il faut coordonner là, les interventions du MTQ, de la SQ, donc, puis on met en place le contrôle du périmètre aussi. Mm-hmm. Oui, le sauvetage, l'évacuation des gens, mais aussi le contrôle des artères, des rues, pour s'assurer là, qu'il n'y a personne qui s'aventure dans le danger, finalement. Là. Oui. Donc, parce que contre les eaux, contre la glace, on ne peut pas freiner, malheureusement, le flot d'eau et la débâcle de glace. Donc, en premier lieu, dans la soirée là, du mardi 15 avril, c'est vraiment sécuriser nos citoyens, contrôler le périmètre, mobiliser les troupes dans un premier temps. Oui. Là, ensuite, bien sûr, là, on se rencontre en soirée, puis on fait une évaluation pour voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intervention. Oui. Là, on a notre grenouille qui est aussi... qui était sur place, là, aussi. C'est ça, comme je le mentionnais, on était en opération de prévention depuis quelques jours. Notre grenouille avait commencé, là... depuis, je crois, c'est samedi, effectivement. Samedi, le samedi précédent. Donc, on est le mardi, ça déborde. Notre grenouille travaille jusqu'au matin même. Sauf qu'à un moment donné, le courant est très fort, les glaces commencent à descendre. Ça a commencé, les glaces descendaient vraiment dans l'après-midi du mardi, le 15 avril. Ça se déroulait bien, ça passait jusqu'à temps que ça bloque finalement là, aux alentours de 18h30. Mm-hmm. Donc là, on se met finalement, sécuriser bien sûr tout le monde. Est-ce qu'on s'assure que les communications sont établies aussi? Donc là, on est à la maison de la justice en termes de coordination. Vous organisez justement, là, vous organisez un siège social un peu là, des communications. On rencontre toutes les autorités, le ministère des Transports sont là sur place. Les gens se déplacent vite à ce moment-là, oui, sécurité publique, tout ça. Il y a une super collaboration de nos partenaires à ce niveau-là. La SQ est déjà dans la rue, le MTQ aussi, nos pompiers, nos travaux publics, tout le monde est à l'œuvre. Après ça, vraiment, on y va en urgence. Puis après ça, un peu de recul, on regarde la situation, on évalue qu'est-ce qu'on peut faire. Y a-t-il des gaz métro, Hydro-Québec? Donc, on contacte aussi ces gens-là. Question de sécurité aussi en termes de... Il y a eu une fuite de gaz en passant ce soir-là. Oui, c'est vrai, il y avait une fuite de gaz. Ça sentait aussi. Oui, fait que là, on ne savait pas exact. trop. C'est la première fois que ça arrivait parce que c'est une fuite de gaz qui était chez Tiwi, je pense, qu'il nous a installé. Tout à fait. Alors, Donc, on est vraiment en organisation. On est un peu impuissant face à la rivière aussi. On a un sentiment d'impuissance aussi parce que, justement, c'est les forces de la nature. Là, on ne sait pas quand ça va arrêter, dans le fond. Exactement. on est en réaction. On est en réaction, on ne peut plus rien faire. On est en analyse aussi de voir qu'est-ce qui cause le débordement. Donc là, on se rend compte que c'est juste en aval du pont Chalifour où c'est bloqué, là, vis-à-vis de la rue Saint-Hubert, si on veut. Là. Ouais. Donc là, c'est là que le barrage, finalement, de glace s'est formé. Ça a commencé justement à déborder, là, vis-à-vis de Tiwi, Snack Bar, finalement, et juste en haut du pont Chalifour, là. Ouais. Donc là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire... pour se protéger, en fait, contre l'eau et c'est clair que les premières... tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Premières interventions, c'est de sécuriser, protéger. Attendre que la nature fasse son travail puis de réagir après. Madame Barrette, vous avez quand même vécu l'inondation chez vous? Oui, M. Beausoleil. On se sentait sur une île. La maison là, était dans le milieu de la rivière. Il y avait du courant à droite, à gauche. L'eau rentrait par les soupiraux de cave. Dans la cour, on avait 22 pouces d'eau avec un courant très, très fort parce que on avait de la misère à marcher pour aller au garage parce qu'on avait besoin des pompes, des choses comme ça. Puis le courant nous emportait tellement que c'était fort. Okay. Puis dans la soirée, vers 10 h le soir, 9h30, 10 h, là, la digue nord, là, l'eau passait vraiment par-dessus. Là, c'était une cascade là, qui descendait. Là, mais chez nous, dans la cour, là, c'est ça. On avait 22 pouces d'eau, puis on n'a jamais vu ça. Et ça l'a monté rapidement, comme M. Dion disait tout à l'heure. La rivière a fait comme un muffin. Ça fait tout de même, ça sortit à l'extérieur. Ouais. Puis c'est ça, là, c'était les glaces, puis l'eau, puis ça montait constamment. C'était la première fois que vous viviez non, nous, en 2012, okay. Ça a été moindre. Okay. On a eu à peu près
18 pouces dans la cour, mais là, 22 pouces, là, il faut barricader une porte de sous-sol, il faut se mettre des panneaux parce que là, l'eau est plus haute que mais là, vous n'êtes pas prêts, là, vous réagissez, là. Bien, nous, on s'était préparés, on avait vidé le quand même. sous-sol, nos pompes étaient installées, ça fonctionnait, sauf qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle. Là. À 11h30 le soir, là, on s'est remis une pompe à gasoline de 2,5 pouces de boyau pour être capable de maintenir ça à 22-23 pouces dans le sous-sol. Ouais. Mais il reste que quand on a sorti le principal, mais le congélateur, c'est dans l'eau. On n'avait jamais eu autant d'eau. Alors, on avait vidé on avait monté nos affaires à 18 pouces. On n'a jamais eu ça. Oui, un peu comme mais un là, hôtel de ville aussi. Ben, c'est ça. ça. Fait qu'à 22 pouces, ben, la chambre froide, les tablettes, on partait à flotter, etc., etc. Ouais. Mais c'est parce qu'on est impuissant, on ne sait pas ce qui se passe. Là. Ouais, exactement. Là, oui, on est inondé, mais ça va être quoi tantôt? Là? Il va-tu arriver un autre train de glace ou une banquise? Ça peut monter encore. Ben, c'est ça. Ouais, parce c'est que l'inconnu, là. C'est vraiment c'est l'inconnu. ça. Là. Parce que chez nous, la rue Monseigneur-Vachon, la rivière, puis la rue Saint-Louis et Saint-Joseph, ça, c'était à l'égalité. C'était un grand lac. Oui. Fait qu'on n'est pas gros. Il faut évacuer, mais par contre, il faut rester un peu à la maison. On a des pompes à gasoline. OK. On se met toujours des pompes à gasoline en cas où l'Hydro-Québec couperait le service. Donc, vous avez demandé d'évacuer? Non, ils n'ont pas passé dans la rue parce que OK. ça a été trop vite cette année. OK. Mais en 2012, ils nous ont demandé d'évacuer. OK. Mais là, cette année, ça a été trop rapide. Là, en l'espace d'une demi-heure, c'était inondé à grandeur. Oui. Puis on voyait monter ça, là, comme ça, là, tu sais. C'était pas à 1 pouce à l'heure, là, c'était Ouais, là, c'était vraiment du jamais vu, là, effectivement. Ouais, La ville non plus, avec le sous-sol qui était complètement débordé, puis les archives. Il y avait un bon compères et débit, tout il ça. faut mentionner qu'on avait quand même un bon débit. Donc, quand il y a un bouchon qui se fait, ça monte vite. Là. C'est ça. On a atteint là, une pointe là, de près de 700 mètres cubes seconde là, à ce moment-là. Donc, c'était assez fort. Là. Marc-André Demers, vous êtes de la CAPSA, vous étiez aussi impliqué, vous avez été directement impliqué le mardi soir? Directement et indirectement, là, si on veut, pour la CAPSA, là, les inondations, c'est un enjeu de l'eau, là, un enjeu de sécurité. Nous, on se pose un peu en tant qu'observateur, là, surtout de ce qui se déroule, parce que notre souci, c'est d'améliorer les façons de faire par la suite là, pour être certain de constamment pouvoir s'améliorer. J'étais également nouveau résident de Saint-Raymond sur la rue principale cette année-là, donc c'était ma première inondation. Là. J'ai eu le malheur, en quelque sorte, d'assister à cette catastrophe. Je me suis promené même bénévolement. Là. J'ai mis les bottes, puis je suis allé voir qu'est-ce qui se passe pour la population de Saint-Raymond. Étiez-vous impressionné de l'ampleur? Oui, véritablement. Moi, je viens d'un monde plutôt agricole, donc des rivières qui, comme on dit, là, la rivière Sainte-Anne, capable du pire comme du meilleur. Souvent, l'été, c'est un lieu si paisible, mais l'hiver, c'est la colère de la rivière Sainte-Anne à laquelle on assiste. Là, oui. Alors, quand on voit tout ça, justement, puis les dégâts que ça produit, vous qui êtes un spécialiste, justement, de la nature des rivières, ça doit mijoter? On n'est pas particulièrement les spécialistes là, du fonctionnement de la rivière, comme peuvent l'être les chercheurs de l'Université Laval. Mais en matière de... Nous, ce qu'on regarde souvent plus, c'est l'aménagement là, du territoire là, aux alentours, là, comme par exemple l'école Marguerite Diouville qu'on voit, là, un exemple intéressant, la construction des digues, comment Saint-Raymond s'est développé à travers le temps avec... en vivant les inondations, parce qu'on relevait 70 inondations depuis 1893. Donc, okay. C'est quelque chose qui fait partie de Saint-Raymond, qu'en tant que nouveau résident, par exemple, on ne s'attend pas, mais que finalement, on constate là, notre grandeur. Pour terminer ce premier bloc, le bilan, en fait, là, combien de sinistrés? Est-ce qu'on peut chiffrer? Mme Barrette, je pense, de les chiffres. On a fait le tour, le comité a fait le tour des sinistrés, puis on a évalué à peu près à 400 sinistrés. OK. Et des dommages, ben là, c'est plusieurs 100 000 $. Ouais. Puis dans nos sinistrés, ben, on a des gens qui sont impuissants à toute la démarche qu'il faut entreprendre quand on a des dommages, puis la méconnaissance. Oui. Parce que là, justement, le gouvernement offre de l'aide quand même. Ça prend un décret là, aussi pour tout à fait. faire en sorte que les gens aient accès. Mais dans votre cas, vous avez décidé, justement, la ville, et vous avez décidé, les citoyens, de vraiment attaquer ce problème de front. Là, ça y est, c'est fini. Là, c'est la dernière fois qu'on vit ce genre d'expérience-là.
Excusez, mais il ne faut peut-être pas dire que c'est fini, les inondations. Non, ça, c'est un fait. Il y aura toujours des inondations, mais on peut limiter les dégâts. On espère espacer les inondations. Oui, c'est ça. Puis comprendre aussi la rivière davantage. Et c'est là, justement, qu'un comité de rivière a été formé, un comité d'experts s'est formé aussi. On a entrepris, justement, des travaux à partir de tout ce temps-là. Alors, on va passer maintenant à une courte pause. Et par la suite, on revient, justement, avec toutes les études, puis le comité rivière et le comité d'experts également. Alors, on passe une pause. Alors, parlons maintenant de la création du comité. Comme on l'a dit tantôt, on se prend en charge, la Ville de Saint-Raymond, pour être capable de limiter au maximum, en fait, les dégâts causés par une inondation. Alors, M. le maire, d'où vient cette idée, justement, de créer ce comité rivière-là? Bien, je pense qu'à partir de toute la catastrophe qu'on a eue, finalement, au mois d'avril, qui était quand même la deuxième inondation en 3 ans. Puis moi, ça fait 3 ans que je suis maire. Là, que je ne suis pas trop chanceux dans mes affaires. Là, je me suis dit, il ne faut plus que ça se reproduise, en tout cas, à ce niveau-là. Ça fait qu'il faut faire absolument quelque chose. Il faut au moins remettre à jour nos études. Il faut réanalyser la rivière. Parce que là, on peut dire que c'est aussi avec des embarques de glace. C'est un peu différent de ce qu'il y avait avant. Oui. On parlait toujours d'en eau libre. Il y a eu beaucoup d'inondations en eau libre. Mais là, c'était quand même nouveau avec des glaces. Les glaces, ça se bouche au centre-ville. Donc, c'est un peu nouveau. On a refait les digues. OK, depuis qu'il y avait les digues, il n'y avait plus trop d'inondations. Moi, j'arrive en poste, puis vraiment deux coups de suite, c'est des embarques de glace. Alors là, on a dit qu'il faut reprendre ça. Mais il faudrait aussi embarquer les citoyens avec nous, d'une façon pour les informer de ce qu'on fait. Parce que les gens disent toujours qu'est-ce qu'on fait. Puis prendre part à la décision, puis être informé en même temps. Fait que là, ça informe tous les gens qui sont pris dans les sinistrés, finalement. Puis voir un peu notre démarche, puis qui nous appuient dans notre démarche aussi. Alors, on a formé, finalement, un comité de citoyens. Là. Peut-être que François peut nous en... Il y a eu une réunion avant une assemblée publique que vous avez organisée. Oui, on a fait 2 rencontres. La première, vraiment, aide financière, donc pour les citoyens, là, le 24 avril, avec le ministère de la Sécurité publique, pour voir un peu quelle forme d'aide que le ministère peut apporter, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible. Et en collaboration avec le conseil, on a trouvé important justement de tenir rapidement une rencontre d'information, de consultation. Donc le 30 avril, nous avons organisé là, à l'Arena, donc vraiment où on invitait tous les sinistrés à venir nous rencontrer. On a refait le fil de l'événement aussi à ce moment-là. Les gens ont été en mesure de s'exprimer sur ce qui s'est passé, d'émettre leurs idées également. Donc, ça a été une très bonne rencontre constructive à ce moment-là. Les gens belle participation du milieu. Oui, belle participation. Ouais. Puis les gens, il y a eu une solidarité qui s'est créée aussi. Les gens très respectueux aussi. Ça leur a permis d'exprimer, d'évacuer un peu leur frustration également. On voulait travailler avec eux aussi, comme M. le maire l'a mentionné. D'ailleurs, dès le premier jour suivant l'inondation, ça a été la volonté de M. le maire et du conseil de dire on va aller de l'avant, s'il faut faire des études. On voulait s'attaquer au problème de front avec nos citoyens. Donc, le 30 avril, nous avons effectué cette rencontre-là. Et nous avons mentionné qu'on aurait besoin justement de former un comité de suivi. Comité de suivi formé de citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a déjà des mains qui se sont levées à ce moment-là. Et on a un peu divulgué notre plan de match. Donc, de notre côté, ce qu'on voulait, c'est déterminer, finalement, cibler un devis pour une étude. Déjà, on avait l'idée de remettre à jour, comme M. le maire l'a mentionné, les données sur la rivière. Donc, on voulait assurément mandater des experts. Déjà, pendant l'inondation, on avait eu la collaboration de l'Université Laval là, avec M. Morse et M. Marceau aussi de la sécurité du ministère, sécurité publique.
Donc, c'est sûr qu'on savait que M. Morse nous avait amené des bons conseils pendant. On avait déjà un préjugé favorable avec eux. Donc, le plan de match, c'était vraiment trouver les experts et les mandater pour une étude, avoir aussi de l'aide financière à ce niveau-là. Bon, bien sûr, on avait ciblé le besoin d'avoir un chargé de projet aussi. Donc là, c'est là que la CAPSA est rentrée en ligne de compte. Marc-André Demers est arrivé. Marc-André Demers et Philippe Dufour. D'ailleurs, il nous accompagnait, Philippe, à notre rencontre du 30 avril avec les citoyens. Ça a été d'une bonne aide aussi. Donc là, on divulguait aussi notre plan de match. Étude dans un premier temps. Oui, on souhaitait toujours avoir de l'aide financière parce que au niveau financier, bien sûr, la charge, on avait déjà l'idée que la charge serait quand même assez importante là, pour la ville. Donc, on a aussi fait une rencontre comité express, si on veut, là, avec des partenaires potentiels, donc au niveau des députés, ministères, CLD et tout. C'est des coûts, là, quand même, là, on va Oui, s'arriver, tout à fait, là, tout à fait. Donc, études, puis ensuite, travaux concrets. Donc, c'était vraiment notre objectif, là, à ce moment-là, où on a tout démarré, la démarche. Ça s'est mis en branle promptement, avec la collaboration des partenaires. Donc, vous avez réussi quand même à avoir autour de la table du comité, une dizaine de personnes? On est plus que ça. On est quasiment une vingtaine. Oui. Puis, vous êtes une vingtaine actuellement? Oui, puis ils sont assez assidus aux réunions. Okay. Les gens sont là, puis on est quasiment une vingtaine. OK. C'est pas mal Marc-André là, qui... un peu, justement, comment, justement, vous avez... établi la relation ou le mandat, en fait, de ce comité-là? Nous, en fait, c'est un mandat qui est venu de la population, mais non seulement de Saint-Raymond, mais de l'ensemble de notre territoire. C'était déjà quelque chose qui était inscrit dans notre plan directeur de l'eau. Donc, vu ce que la ville souhaitait mettre en place, puis notre mandat qui était donné dans notre plan, on s'est proposé lors d'une rencontre du comité Rivière, lors des premières rencontres. Puis à partir de ce moment-là, nous, on s'est vraiment inspiré des principes là, de la gestion intégrée de l'eau, là, qui provient là, de la politique nationale de l'eau au Québec, pour animer ce comité-là, pour voir à ce qu'il puisse s'organiser puis renforcer ses capacités. Oui, selon l'aménagement, en fait, l'aménagement de la rivière, en fait, comprendre la mécanique de la rivière, son aménagement. Justement, on est venu dans un premier temps là, apporter là, de l'information, là, notamment avec l'Université Laval qui a participé à ça, à donner des savoirs, si on veut, au comité rivière. Mais ensuite, là aussi, on a participé, on les a supportés dans des projets comme le projet de l'inventaire des sinistrés, là, ou le projet de la pétition, là, on était également là vrai. pour... C'est une pétition quand même de plusieurs noms, c'était assez impressionnant. 5 000 noms. 5 000 noms que vous avez réussi à aller chercher, puis des gens aussi qui de l'été aussi, parce que dans le fond... il y avait des signatures, c'est ça, des saisonniers, mais les saisonniers, il y en a qui ont dit oui... cette fin de semaine-là, je ne pouvais pas monter à mon chalet parce que les routes étaient fermées à cause de l'eau, les ponts étaient fermés à cause de l'eau. Fait que les gens étaient sensibilisés à ça. On disait oui, c'est important. C'est important, on vous appuie là-dedans. Puis... Est-ce que c'est efficace, après un recul, selon vous, le dépôt des pétitions à l'Assemblée? Oui. Auprès des... sensibiliser le politique, là, je pense que c'est important. Ça a été déposé, au ministre, oui. Et puis, par après, on a été bien reçus aussi par le ministère. Je pense que c'était une des raisons. C'est un peu une première au Québec, quelque part, de se mobiliser autant pour un projet comme ça d'études de rivière. Et parlons justement aux chercheurs de l'Université Laval, M. Turcotte. Vous, quand l'inondation est survenue à Saint-Raymond le 15 avril, est-ce que déjà, par l'information, les journaux, est-ce que vous avez suivi ça? Ou comment vous avez regardé ça? Je vous dirais, on était sur un dossier sur la Montmorency. Donc là, sur la rivière Montmorency à Québec. Donc ça, c'était notre rivière à surveiller l'hiver passé avec la Ville de Québec. Par contre, on sait que la débâcle, ça se produit un peu partout. Et puis, donc, on était au courant qu'à Saint-Raymond, il se passait quelque chose. Moi-même, j'étais venu à Saint-Raymond en janvier 2014 parce qu'il y avait eu de la pluie, puis je voulais voir comment se comportait la rivière. Okay. Donc, j'étais déjà venu voir s'il y avait eu une débâcle à Saint-Raymond, comparativement, parce qu'il y en avait une sur la rivière Montmorency. Donc là, moi, j'ai beaucoup de connaissances sur la rivière Montmorency que maintenant, j'essaie de transférer à la rivière Sainte-Anne pour essayer
d'accélérer mon niveau d'apprentissage, si on veut, en comparant à quelque chose qui est connu. Parce que vous êtes un spécialiste des glaces en tant que tel, du mouvement des glaces? Oui, c'est ingénieur civil de formation. On pourrait dire un spécialiste des glaces de rivière. Oui, on pourrait me définir ainsi, en effet. OK. Et là, à ce moment-là, lorsque la ville vous approche, pour vous, c'est une belle opportunité, dans le fond, de développer vos connaissances et... Oui, c'est une belle opportunité, surtout que la rivière Sainte-Anne, c'est unique, comme toutes les rivières sont uniques. Et on voit ici, avec ce que Marc-André a dit, 70 inondations depuis la fondation de Saint-Raymond. De ce chiffre-là, il y a environ 40% des inondations qui sont causées par les glaces. C'est ce que les études passées disent. OK. Donc, c'est un laboratoire de recherche. Donc, pour nous, c'est intéressant pour la ville, pour l'Université Laval, parce que là, en ce moment, on a des étudiants à la maîtrise. On va avoir 3 étudiants à la maîtrise qui vont travailler sur la débarque lorsque ça va se produire dans quelques mois. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, en échange avec la ville, on essaie vraiment de développer des solutions là, durables avec la CAPSA, avec la ville, là, pour essayer de trouver... non pas une fin aux inondations, mais des mesures, des solutions concrètes. Oui. Comment vous décidez justement des études qu'on va entreprendre avec l'Université Laval? Comment se fait cette communication-là, si on veut? Bien, il faut dire, pour commencer, nous, on a dit qu'il faut mettre à jour nos études, il faut aller plus loin dans nos études. Je parlais tantôt de glace, etc. Ouais. Là, on a fait une recherche au Québec, les meilleurs spécialistes qu'on a pu trouver là-dedans, puis heureusement, on les a trouvés à l'Université Laval. À côté de chez nous, il y avait M. Morse, qui était déjà venu, entre autres, lors de la dernière inondation. Il était présent. Okay. Il était intéressé, il était venu voir ça. On l'avait rencontré, justement, lors des dernières rencontres avec le ministère. Et puis, eux autres, puis ils nous ont dit, c'est les meilleurs, eux autres, parce qu'ils ont quand même un doctorat en glace. Là, ça fait qu'ils en ont analysé pas mal, puis pas juste au Québec. Ils l'ont fait sur le fleuve Saint-Laurent, aussi dans l'Ouest. M. Morse est allé dans l'Ouest, les inondations d'Alberta, etc. Okay. Alors, ils ont un beau bagage. Puis on dit, finalement, puis c'est l'Université Laval, on dit, ça serait les gens idéaux, finalement, à mettre dans ce genre d'études-là. Alors, finalement, on s'est rencontrés, puis on a dit, OK, on va mettre l'argent qu'il faut là-dedans. On a demandé de nous faire une proposition de service, qui ont accepté aussi, comme il disait tout à l'heure. Ils étaient très intéressés à travailler sur notre rivière. Alors, nous, on était bien heureux de les avoir avec nous. Puis même si ça paraît que des chiffres élevés, je pense que pour tous les services qui vont travailler, ils ont passé l'hiver encore sur la rivière avec les étudiants, c'est des choses qu'ils mettent dans leurs études. Puis c'est très intéressant, mais toujours avec l'idée d'arriver avec des réponses concrètes. Ouais, là, premièrement, ils ont fait le tour de toutes les études. Depuis 50 ans, il y en a eu des études sur la paix. Puis là, ils ont tous fait le tour d'action. Puis il y a des bonnes choses, ils pourraient vous dire, il y a des bonnes choses qui ont sorti là-dedans et qui sont encore vraies. Ouais. Puis ils ont tous fait une récapitulation de ça. Ils vont nous soumettre puis là, avec des solutions concrètes. Il y en a plus que 50 solutions possibles. Tous les gens là, qui nous font des propositions, moi j'ai ci, moi j'ai ça, monter ici, chauffer l'eau, creuser. C'est ça. Mais ils vont toutes les analyser. Puis il y a des affaires complètement farfelues, des affaires farfelues qui sont bonnes aussi. Ouais. Puis finalement, on va arriver à établir des solutions concrètes qu'on pourra parler plus tard. Oui, tout à fait. Ça fait partie. Juste, peut-être avant de terminer ce bloc-là, quand vous recevez ce mandat-là, justement, de la Ville, pour vous, comment vous préparez votre plan de match, justement? Bien, c'est pas compliqué. Dans le fond, on commence par lire ce qui s'est déjà fait. Donc, le travail qui a déjà été accompli, donc c'est des études pour lesquelles les citoyens, entre autres, les citoyens de Saint-Raymond ont payé. Donc, une étude de Roche qui avait été faite en 1989-1990. Ça avait été payé, je pense, par les citoyens. On regarde cette étude-là, les études antérieures. Il y a quelques points de contradiction, des informations qui se répètent. On essaie de voir pourquoi, comment. Et puis, à la lumière de l'information qu'on voit, parce que là, nous, c'est une rivière qu'on ne connaît pas en hiver, qu'on connaît, qu'on voit en été, mais là, on ne la connaît pas bien en hiver. Donc, on se fie sur ces études-là pour déjà essayer de classer une première fois, si on veut, une 50aine de solutions, de mesures à mettre possiblement en place. Là. Oui. Et puis, c'est des mesures là, qui sont très complémentaires. Donc, ça en prendrait peut-être une dizaine pour régler tel type de problème, etc. etc. Ouais. Donc là, c'était un peu la phase 1 là, de cette étude-là. D'essayer de répondre rapidement à identifier des mesures possibles pour orienter les prochaines étapes. Et de passer à des actions, en fait, concrètes assez rapidement. C'est ça. On va revenir justement, après la pause,
sur la description, en fait, des études en tant que telles, puis qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, justement, comme travaux. Alors, on passe une pause de quelques secondes, d'1 minute, et on revient par la suite. M. Turcotte, vous parliez tantôt justement là, que vous avez préparé votre plan de match, vous présentez ça au comité Rivière, à la ville de Saint-Raymond. Parlons justement concrètement, là, à partir de ce qu'on vous envoie comme plan de match, comment on réagit puis comment on s'organise. Là. Je sais pas, peut-être le coordonnateur justement, là, comment vous voyez ce plan de match-là puis comment le lien se fait aussi avec l'université puis le comité Rivière? Ben, moi, je dirais pour le comité Rivière, là, il y a tout un travail aussi qui se fait complémentaire à cette étude-là là, pour voir qu'est-ce que le comité Rivière en soi est capable de faire. C'est sûr, on s'entend, c'est pas le comité Rivière qui peut décider du jour au lendemain de lever le pont, même si c'est ce qui serait recommandé. Donc, c'est vraiment d'essayer d'identifier qu'est-ce que le comité Rivière est capable de faire dans du concret, ce qui s'est déjà fait. On a des listes qui ont été identifiées de personnes vulnérables qui sont transmises au CLSC dans le cas où une autre inondation arriverait. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on travaille avec le comité Rivière à faire concrètement. OK. Qu'est-ce qui a été fait, justement? Là, vous avez remis des propositions. Si on parlait vraiment des mesures concrètes, des actions, là, M. le maire. Bien, moi, je pourrais peut-être parler au début. C'est que c'est sûr qu'on voudrait faire un paquet de solutions. Ouais. On a un paquet de solutions sur la table. OK, creuser la rivière, monter le barrage, toutes sortes de solutions. Mais ça coûte des sous, ça. Puis on ne peut pas les faire comme ça sans avoir une étude de fait là-dessus. On ne peut pas dire, moi, je pense, creuser la rivière, ça sera bon. Puis on fait ça, ça coûte 2 500 000. Puis à la fin, ça n'a pas réglé. On a une inondation l'année d'après. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait que là, il faut mettre des spécialistes là-dessus. Alors, c'est là qu'ils nous ont fait une proposition. Pour parler de chiffres, c'est une proposition de 100 000 $. C'est 4 étapes dans une étude complète pour analyser, en fait, donner des solutions préliminaires qui ont été faites à l'automne dernier. Puis là, après ça, une autre étape qui est d'analyser la rivière cet hiver. Puis ça va se poursuivre l'année prochaine. Puis pour arriver à la fin, ils vont tout éliminer les solutions, puis ils vont garder les meilleures. Puis ils vont les avoir vérifiées aussi sur la rivière pour voir si c'est potable, si c'est réalisable. Ouais. Suite à ça, ça n'est pas fini parce que il va y avoir de l'argent à dépenser là-dedans. Puis nous, la Ville, on ne peut pas dépenser ça tout seul. Puis faire un règlement d'emprunt de 3 millions, puis répartir ça à l'ensemble des citoyens. Donc, il faut trouver de l'argent, il faut travailler avec le ministère. Puis le ministère, ils ont besoin de ces études-là aussi. Exact. Ouais. Et on se rend compte aussi rapidement, tous ensemble, citoyens, experts et la Ville, que avant de faire des travaux, il faut les justifier. Il faut avoir les autorisations nécessaires. Donc là, le besoin et la justification des études se précisent. Donc, sans tarder, la Ville, on mandate justement l'Université Laval pour une première phase en juillet. Et là, on veut prendre l'avance au niveau des autorisations. On est en discussion avec le ministère de l'Environnement qui nous confirme les différentes études qu'il faut avoir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est bien entamé. Puis c'est certain que la Ville, on a le même objectif aussi, c'est des travaux. Hein? On veut avoir des travaux concrets en bout de ligne. Puis on a une belle démarche d'entamer, mais il faut la poursuivre aussi jusqu'au bout, finalement, pour concrétiser ça avec des interventions concrètes. Oui. Donc, M. le maire a mentionné 4 phases avec l'Université Laval. En parallèle aussi, suite à la demande du ministère de la Sécurité publique, ils nous disent, bon, OK, parce qu'on les sollicite, on sollicite le gouvernement en termes d'aide financière, parce que ça va prendre des sous tout à l'heure. Donc là, le ministère de la Sécurité publique nous dit, bon, ben, ça vous prendrait une étude sur les risques et la prévention et l'atténuation des risques. Donc, ce qu'on fait avec la CAPSA, donc on donne un mandat à la CAPSA récemment de 10 000 $ pour travailler là-dessus.
On a aussi une première solution qui semble émerger potentielle en termes d'intervention, c'est les estacades flottantes. Donc, qui permettraient éventuellement là, de retenir davantage les glaces, de former un couvert de glace plus rapidement, mais aussi peut-être, là, assurément, de retenir le frasile davantage en amont de la rivière. Donc ça aussi, on donne un mandat à l'Université Laval, là, étudier la pertinence ou non. Oui, bien, voir la faisabilité, voir l'efficacité de ces estacades flottantes-là, parce qu'on a envisagé avec le conseil initialement, avant les fêtes, de dire, on était fin octobre, est-ce qu'on va de l'avant avec des estacades flottantes? On pourrait réaliser ça maintenant. Donc là, nos experts nous disent, ben là, avant d'investir 250 000 là, en estacades flottantes, on voudrait peut-être s'assurer que ça marche. Mais là, on a dit, effectivement, ça serait sage, avant d'investir des sous publics là-dedans, de s'assurer d'efficacité. Donc, et l'environnement nous précise aussi que, bon, si vous voulez faire des estacades flottantes, ça vous prend un certificat d'autorisation, ça vous prend une étude hydraulique. Beaucoup de bureaucratie aussi. Beaucoup d'autorisation. Quelque part, la procédure de faire des actions. Mais là, on se dit, ce bout-là, il faut le faire. Oui, c'est ça. Donc là, c'est en marche. Donc là, on est à la veille de pouvoir dire... notre objectif, là, comme tout le monde, on veut des interventions concrètes. Ouais. Ça, c'est clair. Parce que si on regarde dans le passé, vous parliez... M. Turcotte, comme chercheur, vous avez étudié tout ce qui s'est fait aussi, mais il y a une trentaine d'années, on a réaménagé la rivière Sainte-Anne. Est-ce que, selon vous, ça a été une bonne décision à l'époque? Il y avait peut-être nous décrire un peu, il y avait 3 petites îles. Là, c'est difficile à dire parce qu'on déplace des problèmes. Quand on commence à réaménager une rivière, par exemple, ça peut avoir de l'allure pour contrôler, limiter des inondations sans glace, à l'eau libre. Mais ça peut par contre empirer dans certains secteurs. Ça change la dynamique des glaces. Ça change la dynamique hydraulique là, locale, l'écoulement de l'eau localement. Okay. Donc forcément, les hivers d'après, qui sont plus ou moins doux, on va voir des changements. Puis là, est-ce qu'on peut associer ces changements directement à une modification spécifique du chenal? Là, c'est très difficile à dire parce qu'on a plusieurs modifications qui ont été faites au cours des décennies. Et puis, on n'a pas un hiver qui se ressemble. Ouais. Donc, c'est très difficile de dire, de pointer du doigt une solution, de dire celle-là a bien marché, celle-là pas bien marché. S'il y a plus de pluie, moins de pluie, plus de glace. C'est ça, c'est très complexe. Il y a des interactions, il y a des comportements qui sont contre-intuitifs. Il y a des gens qui pourraient dire, des riverains qui pourraient dire j'ai vu la rivière a changé à cause de ça. C'est ça le coupable, c'est cette intervention-là. Et puis, nous, on dirait, ben écoutez, peut-être pas à cause de tel argument. Et puis finalement, il faut faire attention. Il faut faire attention à qui on accuse. Parce que pourquoi on l'avait réaménagé? Madame Barrette, vous étiez C'était dans le but de canaliser, faire un canal pour la rivière, seulement parce qu'autrement, avant, elle avait 2 bras. Il y avait les îles au centre. Puis c'est quand ils ont installé le brise-glace d'estacade. Okay. Ils appelaient ça le brise-glace à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont retiré les îles. Ils ont repoussé ça de chaque côté pour faire vraiment un canal au centre. Mm-hmm. Et le brise-glace était en tête de ça. Et les premières années, ça a très bien fonctionné. Les glaces, il n'y avait plus d'amoncellement. Ça avait été construit, le brise-glace, pour justement éviter les amoncellements de glace pour que ça fasse des embarques au centre-ville. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des embarques. Là. Non, puis qu'on y pense aussi. Puis c'est ça. Et ça a été fonctionnel pendant plusieurs années. Oui, l'eau débordait, mais c'était pas à cause des embarques. Là. Les glaces passaient derrière chez nous, toutes concassées. Puis vraiment, il n'y avait pas d'iceberg qui circulait dans la rivière comme on voit maintenant. Ouais. Mais c'était le but de ça, d'éviter des embarques au centre-ville. Ouais. C'est une question d'approche aussi, je pense. Là, c'est comment on réussit à vivre avec le risque. C'est comment, parce que les gens du quartier Sainte-Marie, vous le diront, sont souvent plus prêts à une inondation simplement de la façon qu'ils vont aménager leur sous-sol, tandis que les nouveaux résidents à Saint-Raymond vont arriver puis vont finir leur sous-sol bien souvent. Fait que c'est une conscience du risque d'inondation qu'il y a à Saint-Raymond. Là. Parce qu'il y avait aussi le pont Chalifour quand même, les piliers qui bloquent aussi les glaces, qui est une problématique importante. Là. Mais ça encore là, il faut le prouver. Ah, OK, il faut le prouver parce qu'on est allé au ministère des Transports dernièrement, puis on a dit vos piliers au milieu du pont, qu'est-ce qu'on va faire des ponts? Ben, nous autres, on a dit on n'a pas ça dans nos cartons, que c'est une problématique. Donc, il va falloir que les études démontrent que le pont, c'est une problématique. Si on veut travailler sur le pont. Alors, c'est pas automatique. Il y a 3 milieux.
On voit bien qu'il y a 3 piliers au milieu, que ça aide pas l'écoulement des eaux, hein, et puis la hauteur du pont aussi. Mais comme ils ont dit, s'il faut remonter le pont d'1 mètre, puis vu qu'il y a plus de piliers au milieu, il faut remettre une structure d'1 mètre plus haut pour que ça soit plus solide. Mais ça fait 2 mètres plus haut. Comment ça va arriver de l'autre côté? Alors là, il y a une problématique qu'il va falloir se pencher si jamais on veut arranger le pont de cette façon-là. Okay. Alors ça c'est pas encore officiel au moment où on se parle. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas c'est pas dans nos solutions. C'est pas dans nos solutions non plus. Là, OK. Ça fait pas partie des solutions. Là, on avait les galets en dessous du pont. Ça, c'était juste un exemple qu'on peut vous donner. On a dit, on va faire ça tout de suite. C'est une recommandation. En tout cas, il y avait un tas de roches. C'est facile à voir. Peut-être de 2 mètres d'épais. Fait que là, on a entrepris tout de suite nos démarches au mois d'octobre. On a fait nos démarches, demandé un CA de l'environnement, parce qu'il faut la demander au ministère des Transports, parce qu'on travaille en dessous du pont, puis ça nous appartient. Et puis là, aujourd'hui, on attend encore. On vient d'avoir la semaine dernière le CA de l'environnement, après 4-5 mois. Puis là, on attend encore la signature du ministre. Il faut que le ministre signe. Pour passer à l'action. Pour passer à l'action. Puis là, on est rendu au mois de mars, puis il y a quasiment 2 mètres d'eau et glace par-dessus les roches. Fait que là, quand on va avoir notre autorisation, on n'est pas sûr qu'on va y aller cet hiver. Après un recul de quelques années, la construction de la résidence L'Estacade, selon vous, est-ce que ça a été une bonne décision ou faut vivre avec, là, évidemment, là, mais est-ce que quel est votre regard là-dessus? Comme chercheur, vous avez sûrement observé ça aussi. C'est difficile pour moi de commenter, là. J'ai pas vraiment de... Géographiquement, je sais pas exactement, je sais même pas en quelle année elle a été construite, je sais que c'est une construction récente. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que historiquement, elle est sur le lit de la rivière. En ce moment, elle est protégée par une digue. Et en ce moment, 99% du temps, il fait très bon vivre à la résidence Estacade. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ce petit 1% du temps, là, ou moins, où il y a des inondations, possiblement par les glaces, possiblement à l'eau libre, que là, la localisation est un problème. Mais par contre, comme on aime dire dans notre département, il y a des tempêtes de neige aussi. Et puis, des fois, c'est difficile de sortir, il faut pelleter son entrée. L'inondation, c'est quelque chose d'un peu plus dommageable qu'une tempête de neige, mais si on peut adapter la résidence Estacade à atténuer le risque, c'est un très bel endroit. Oui, pour vivre avec le parc et tout, l'aménagement. Exactement. Oui, M. Dion, M. le maire, quel est votre point de vue là-dessus? Bien, c'est sûr que la résidence Estacade, c'est pas moi qui l'ai construit là. Pour commencer, on est appris avec cette situation-là. Elle était là, la résidence Estacade. Il y avait déjà 110 résidences. Ouais. OK. Puis là, on a eu une inondation entre-temps. Alors, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis là, il y avait un projet d'agrandissement. 3-4 phases là-dedans. Ouais. Ça se terminait avec 4 phases. Là, on a dit, on a regardé avec des spécialistes. Là aussi, on a engagé une firme d'ingénieurs. Puis on a dit qu'est-ce qu'on fait? On arrête le projet-là. On laisse la situation telle qu'elle est là. Ou on essaie d'améliorer la bâtisse existante. On a vu les lacunes qu'il y avait eu. Bon, l'ascenseur était dans l'eau. Tout dans... Bon. Ça, c'est avant avril aussi. Avant avril. Donc, on a dit, on fait, OK, on va, en tout cas de concert avec tous les spécialistes qu'on a rencontrés, on a dit, on va autoriser un agrandissement, parce que là, il n'y aurait rien fait de ce qu'on aurait demandé. Si on aurait dit, on bloquait le projet là, au contraire, on aurait eu des démêlés avec eux, parce qu'il y avait une autorisation au départ de plus que ça, de 3-4 phases. Là, on a dit, OK, on va vous autoriser une phase, on va finir ça là, 50 de plus, mais on va vous demander sécuriser l'ascenseur, sécuriser toutes les choses, l'entrée électrique qui était plus basse. Un paquet de choses. Après ça, pas de champ au rez-de-chaussée. On va faire un agrandissement. Puis l'agrandissement, il y a comme sur pilotier aussi. Un peu comme le Renault. Un peu comme l'école Marguerite-Diouville. Alors, on a fait une section sur Lotier. Après ça, on va remonter la rue aussi. On va remonter à un niveau qu'on peut l'évacuer en tout temps. Et puis, on va faire une sortie au 2e étage. Alors, tous les gens, maintenant, peuvent évacuer les gens de l'Estacade. Là, on est rendu à 160, avec plus grosse qu'elle était. Là, les gens vont dire pourquoi vous avez autorisé ça, mais ça nous a permis de tout sécuriser le bâtiment. Bien, c'est ça. Okay. Puis là, avec ça, je pense qu'on est mieux qu'on était. Là, présentement, quand il va arriver une autre inondation, on va avoir la décision à prendre. Est-ce qu'il reste là? Parce que les gens, ils ont toutes des cuisines, ils sont tous équipés, ils sont tous capables de rester dans le logement, même s'il y a un pied d'eau dans la rue. Et puis, l'ambulance peut y aller s'il y a un problème, parce que c'était ça le problème aussi. Oui, c'est là, on a remonté d'urgence, là. Alors, là, on pense qu'on a pris la meilleure des solutions pour cette bâtisse-là, qui est quand même la plus grosse bâtisse de la ville de Saint-Raymond, pour les personnes âgées, puis il y a beaucoup de monde. Il y a 160 appartements. Oui, tout à fait.
veux pas parler non plus au nom du comité Rivière. Carmen sera peut-être mieux placée que moi pour dire ça, mais moi, des rares consensus que j'ai vu s'établir au sein du comité Rivière, c'était de dire que c'était une des plus grandes erreurs de Saint-Raymond de construire l'estacade, de placer des gens plus vulnérables en zone plus vulnérable. Mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il faut vivre avec. Puis je pense qu'il y a toute une réflexion qui s'amorce pour que des choses semblables ne se répètent pas. Que justement, les citoyens... Par l'expérience. C'est ça, pour arrêter d'installer des infrastructures dans des zones inondables. Puis cette zone-là, c'était pas une zone une fois aux 100 ans. C'était régulièrement, à chaque printemps, il y avait de l'eau qui passait là. Mais ça fait que ça s'est construit quand même. Puis ça aussi, c'était un espace où les glaces pouvaient s'entasser. Ça faisait moins de glace qui circulait dans la rivière, sous le pont Chalifour. Les glaces ont toujours passé sous le pont Chalifour, mais c'est parce que maintenant, on a canalisé, on a refait une digue derrière l'école Marguerite-Diouville, on a surélevé la digue nord. Fait que toute l'eau et la masse de glace qui passait, qui s'étendait à chaque côté, mais là, on l'a canalisé. Fait que veut pas, le volume et la hauteur, c'est ça. Fait que c'est normal que ça passe pas en dessous du pont. On va revenir à le troisième bloc. On doit passer une petite pause encore. Alors, petite pause d'1 minute et on revient par la suite pour le dernier bloc. Pour ce dernier bloc, justement, parlons peut-être de ce qui a été fait. Il y a des instruments qui ont été installés actuellement sur la rivière. Peut-être, Monsieur le chercheur, Monsieur Turcotte, quel est l'état? Là, nous sommes le 16 février 2015. Quelle est la situation actuelle de la rivière Sainte-Anne au centre-ville? Actuellement, on a un couvert de glace complet, on s'entend. Là. Je pense que tous les résidents qui ont des motoneiges savent que le couvert de glace est maintenant complet. Si je décris un peu plus techniquement, entre le barrage Chute-Panay et la ville de Saint-Raymond, on a un beau couvert de glace flottant, standard, quelque chose qu'on a sur tous les lacs de la région. Quand on arrive en ville, on a beaucoup de frasiers. On a un embâcle de frasiers qui s'est formé, plus spécifiquement entre le pont Tessier et le barrage Brise-Glace, le barrage Estacade. Et 5 km en amont de ce barrage Estacade-là, on a également une espèce d'accumulation massive de frasiers. Donc, ça fait beaucoup de glace. Par contre, de ce qu'on écoute, là, c'est des conditions hivernales un peu normales. Là. OK. Parce qu'il fait froid quand même. Il a fait froid. Si le fait qu'il y ait une grosse pluie, un gros changement de température, est-ce que c'est plus à risque, ces conditions-là, selon vous? On parle de deux choses différentes. Là, on parle qu'en ce moment, on a un couvert de glace, donc on a une condition en ce moment qui pourrait être critique ou pas, tout dépendamment de ce qui s'en vient. Donc là, en ce moment, je vous dirais que il a fait très froid. Et puis, le scénario, qu'est-ce qui va se passer ce printemps ou à la prochaine débâcle, qui n'est pas nécessairement au printemps, ça pourrait être la fin février, mais le plus loin qu'on regarde, on ne voit pas de débâcle, on s'entend. Ça pourrait être à la fin avril aussi. En ce moment, on a 5% du scénario de débâcle décrit. Et puis, ça va vraiment être les 2 semaines avant la débâcle qui vont vraiment déterminer qu'est-ce qui va se passer, avec quelle intensité. Donc, on est loin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, actuellement, donc, on connaît les conditions de la rivière Sainte-Anne. On a des instruments de mesure aussi qui sont installés. Parlez-nous un peu de ces instruments que vous utilisez. Oui, en ce moment, on a 14 sondes de niveau d'eau. Okay? Donc, les 14 sondes de niveau d'eau sont disposées entre Chute-Panay et la rivière Tourilly, donc quand même sur une grande distance. Ces instruments-là sont sous la glace en ce moment. Les données ne sont pas disponibles parce que justement, dès qu'il y a
câble qui sort de la glace pour obtenir les données, on a des chances de se faire arracher nos instruments par les glaces. Donc, c'est des sondes qui sont complètement sous l'eau. Et puis, de la manière dont ça fonctionne, c'est simplement que avec notre visuel de ce qui va se passer pendant la débâcle en termes de train de glace, d'embâcle, etc., les sondes de pression vont également indiquer les oscillations de niveau d'eau, le passage de différents trains de glace, le passage de vagues, où les embâcles se sont formés, à quelle heure ils ont relâché, où est-ce qu'ils se sont arrêtés par la suite, etc. Ouais. Donc, c'est ça qu'on cherche à comprendre exactement, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Non, c'est sûr. Et les instruments, eux, vont nous donner vraiment, là, donc sur un même graphique, on va pouvoir voir tout ce qui s'est passé sur la rivière, sur une échelle de temps et d'espace. Oui. La surveillance de la rivière, actuellement, ça se fait comment? Ben, en fait, présentement, c'est sûr que là, on est en couvert de glace, comme M. Turcotte l'a mentionné. Il n'y a pas de surveillance étroite. Ouais. En fait, c'est sûr qu'on a quand même des rencontres de suivi là, occasionnelles, comme on en a encore une qui est prévue en février. On va probablement sûrement faire une en mars aussi. Donc, la surveillance va s'accentuer au même rythme que la fonte va s'accentuer également. Là. Ouais. Donc, la surveillance se fait, bien sûr, avec nos pompiers, mais aussi avec l'aide de citoyens là, qui sont en amont du centre-ville. Les riverains sont là, qui ont de voir des choses. Alors, il y a une bonne communication qui s'établit avec les riverains. Et plus ça va aller, plus la surveillance va s'accentuer également. Puis, on veut aussi, bien sûr, bien informer nos citoyens en direct si possible. Donc, à la fois... Vous avez, juste avant, vous avez aussi manifesté un peu une bonne déception au niveau des prévisions d'eau, dans le fond, qui nous arrivent. Ouais. Est-ce que ça, vous avez réussi à comprendre pourquoi qu'on peut, d'une journée à l'autre, là, avoir un écart de prévision avec la réalité? Avec le redout du 24 décembre. Bien, c'est ça, là, au fait, là. Oui, nous avons eu une bonne déception que j'ai fait part, d'ailleurs, parce qu'on a Hydro-Météo, qui est une firme spécialisée là-dedans. Eux autres, ils vérifient la météo avec finalement la pluie qui va tomber, etc. Puis ils sont capables de nous dire on va avoir un débit de temps qui nous avait prédit 160 mètres cubes secondes. C'est ça. Mais ça a fini à 65. Alors, ça faisait comme toute une différence. À 170, il y aurait pu avoir une débâcle, mais à 65, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Ouais. Alors là, on a averti les gens un peu pour rien. Puis ça, je trouve ça plate un peu parce qu'on a assez d'avertir quand c'est le vrai que quand c'est pas vrai. Mais les autres, ils sont défendus. La météo, c'est ça. Puis on a vu souvent cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué la météo, il y a des choses qui se passaient au sud, une tempête. Même c'est ça, il y a des microclimats là, quelque part. D'un coup, nous autres, ça passe au sud, au nord, ça passe pas. Ouais. Alors là, encore là, ils sont fait avoir un peu d'imprévision. Ouais. Puis il a tombé un peu moins d'eau, puis rendu en haut, nous autres, c'est peut-être de la neige. Puis ils ont mal compris que la neige absorbait aussi, c'est comme une éponge. Alors ça a tout absorbé l'eau qui est tombée. Ouais. Puis ça restait là. Donc c'est une autre expérience qui arrive qui permet de davantage mieux réagir. Il faut dire que cette semaine, on a encore une autre rencontre avec notre grenouille, justement, de planification. Oui. On commence déjà à parler de ça parce qu'ils s'en viennent au Québec. C'est des gens du Nouveau-Brunswick qui s'en viennent au Québec. Puis on planifie quand est-ce, ça va être au mois de mars. En tout cas, on commence à parler de ça. Puis aussi, on veut mettre des pelles mécaniques qui ne sont pas nécessairement des amphibies, là, des vraies pelles pour les sections qu'on ne sera pas capable d'aller avec la grenouille. Alors, on veut tout planifier ça pour l'instant. Quelles sont les mesures, en fait, les plus probables qu'on devrait réaliser en fonction d'un budget raisonnable? Là? Bien, en fait, c'est sûr qu'en prévention mécanique, là, M. le maire l'a mentionné, grenouilles et pelles mécaniques, ça va être un classique annuel. Là. On veut intervenir pour affaiblir le couvert de glace, là, si on le peut le plus possible. En termes d'aménagement, bien, présentement, c'est sûr que nos experts vont pouvoir nous en dire un peu plus prochainement, mais bon, à date, là, il y a les projets d'estacades flottantes qui semblent intéressants. Système d'appel téléphonique. Oui, bien, en termes Oui, OK, la communication, c'est ça, là, dans votre plan d'intervention, vous l'avez amélioré un peu. Oui, tout à fait, on le met à jour, on informe nos gens aussi, mais il y a un système d'appel automatisé qu'on veut faire, un peu comme les messages enregistrés là, qu'on reçoit là, occasionnellement. Donc, dans le périmètre inondé d'avril dernier, qui était quand même assez grand, donc c'est un appel qui va aviser les gens à deux niveaux. Là. Un premier niveau, la rivière est sous surveillance, prenez les précautions qu'il faut dans les circonstances. Et un autre appel qui dit la rivière déborde, évacuez votre résidence. Là. Okay. Donc ça, à ce niveau-là, au niveau communication, oui. Au niveau d'aménagement, bon,
c'est sûr qu'on parle d'estacades flottantes, c'était plus accessible monétairement, mais on parle aussi beaucoup du barrage Chute-Panay Ben, c'est ça. pour mieux contrôler notre niveau. Le parce débit. qu'on est certain, en tout cas, peut-être que M. Turcotte pourra approuver ou contredire mes dires, mais avoir un meilleur contrôle du débit de la rivière pourrait nous aider beaucoup, on croit, là. Ouais. En faisant soit lever ou baisser le niveau, ben, ça peut briser les glaces, ça peut les décoller de la rive, donc ça peut faciliter justement le passage des glaces. Il y a le barrage, il y a l'ouvrage d'estacade aussi qu'on regarde, on se pose des questions, est-ce que ça nous aide, est-ce que ça nous nuit, est-ce que le bassin de Frasil, juste directement en amont, est rempli ou pas? Tragage, Ouais, c'est ça, travailler c'est les tout- berges. Toutes les solutions pour nous sont sur la table. Ouais, OK? exact. Ouais. Il faut que les glaces passent dans le centre-ville de Saint-Raymond. Est-ce qu'il faut monter le pont, monter les bords, je pense, monter les côtés, on l'a assez fait, là, je pense qu'on est rendu à la limite. Est-ce qu'il faut draguer, est-ce qu'il faut creuser la rivière, il faut donner du courant pour que ça passe, est-ce qu'il faut que le Frasil respire plus haut en amont? Alors, c'est tout ça que finalement, nos gens vont analyser, puis il y a des solutions, mais comme on dit, il y en a peut-être bien 3-4. Ouais, Chacun c'est ça. une qui coûte 500 000, l'autre 2 millions. Puis, Ils ont besoin d'aide, c'est clair que... puis là, monter le barrage de Chute-Panay, c'est quelque chose qu'on peut remettre en tout cas, on jasait justement aujourd'hui avec le maire de Saint-Léonard parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis c'est quelque chose qu'il faut remettre en marche. En tout cas, le barrage de Chute-Panay est très important dans l'équation. Puis on va travailler là-dessus peut-être incessamment. Vous avez un gros travail comme chercheur. Mais c'est des beaux défis, dans le fond, là, que vous avez à relever comme groupe. C'est des beaux défis. C'est de l'apprentissage pour nous. C'est de l'apprentissage pour nous au service de la ville de Saint-Raymond. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais en même temps, c'est sûr que c'est une lourde responsabilité parce que, historiquement, on écrivait dans les rapports que la dynamique des glaces, c'est une science inexacte. Mhm. Là, nous, on essaie de la rendre exacte. Ouais. C'est de la responsabilité quand même. On va essayer de ne pas se tromper dans ce qu'on dit. Ouais. On est confiant. Mais c'est certain que déjà en un hiver d'apprendre la dynamique, ça va déjà être un bon défi en soi. Puis on va déjà pouvoir éclairer la ville. Après la fin de cet hiver, 2014-2015, on va vraiment être en mesure de plus confirmer vers quelle direction Des actions on va prendre. concrètes pour 2016. Là, c'est encore dans le très fond. tôt en ce moment pour confirmer là, toutes les solutions, là, lesquelles prioriser, etc. Ouais. Ceci dit, par exemple, un système d'alerte précoce de la débâcle, ça, c'est certain que dans n'importe quel Que ça scénario... doit s'installer inévitablement. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va être contre cette solution-là, qui n'est pas nécessairement coûteuse non plus. Ouais. Au niveau de la CAPSA, là, à court terme, là, c'est quoi votre... Ben nous, on le voit, je pense, là, il y a tellement d'investissements Ben qui sont oui. mis sur ce dossier-là, dont l'investissement de nombreux citoyens, qu'on cherche là, à faire en sorte que, parce qu'on a connu par le passé le comité au pied sec, si je me trompe pas, mais quelque chose qui est mort avec le temps. Donc, ce qu'on souhaiterait, là, ou qu'on essaie de faire avec le comité Rivière, c'est de les organiser, les structurer pour faire en sorte qu'ils puissent suivre ce qu'ils souhaitent suivre finalement par rapport aux inondations dans le temps. Vraiment... C'est d'aller au bout de la démarche. Hein. Puis au C'est bout ça. de la démarche... Vous parce que- sentez cette intention-là de tout Ben, le en monde, tout du cas, comité oui, Rivière? tout à fait. Puis la Ville a aussi cette intention-là. Donc, au bout de la démarche, c'est de voir, suite aux recommandations en termes de travaux, c'est de les réaliser, de les financer, puis de les mettre en application. Là. Vous sentez un bon appui du gouvernement, des différents ministères concernés? Bien, il faut dire, dans un contexte d'austérité qu'on Ouais. vit, bien, les gens n'ont pas d'argent. On parlait de plein de solutions l'autre jour avec le ministère, Ouais. puis on a dit oui, ça va. Mais ils ont dit c'est parce que vous n'avez pas donné de budget. Ils n'ont pas de budget, le ministère. OK. Ils ont de l'argent pour payer les pots cassés puis payer les sinistrés, mais ils n'ont Ouais. pas d'argent pour toute la planification puis essayer de voir pour plus que ça arrive. OK? Ouais. Fait que c'est plate un peu. Mais nous, ils en ont quand même dégagé des sommes intéressantes dans ce cas-là. Tantôt, je Pour parlais aider à payer les études. Tantôt, je parlais d'une étude de 100 000 ils vont contribuer Enlever à les 50 galets pour... OK. Ils devraient contribuer à 50 de cette étude-là, ça qui est quand même Une considérable. bonne pour les gens. collaboration. Bonne collaboration. Ouais. Mais il faut leur démontrer que ça va être rentable d'aménager, de prévenir avec des aménagements. Ben, là, des que- coûts des dégâts. dans le Oui, fond, mais c'est sauver ça, là. là. Il faut leur démontrer la rentabilité des travaux en fonction des pots cassés, finalement. là. La prévention. Ouais, c'est la ça. prévention. La prévention. Ouais. Alors, on souhaite pas d'inondation au printemps. Non, Ça on serait a souhaitable. besoin Pour terminer. Oui, ça serait bien plaisant. d'avoir pour une les pause. citoyens. Une pause en 2015. Une pause en permettre 2015. de mettre nos actions en... Ouais. Ça te met application. toujours la température, qu'est-ce qui va arriver encore au mois de Ça mars? dépend de la avril. fonte. Ouais, La c'est manière que sûr. ça va fondre. C'est sûr. Alors, il faut être vigilant. Alors, en tout cas, Tout à fait. on a fait le tour quand même pas mal de la question. Merci beaucoup de
de votre présence aujourd'hui. Ça complète donc cette table ronde autour des démarches pour limiter, comme on dit, les impacts d'une inondation de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. Alors, merci beaucoup à nos intervenants. Merci, M. Dion. Merci. Merci, M. Beaumont. Merci, Mme Barrette. Merci, M. Demers. Merci, M. Turcotte. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y a un comité de la rivière, justement, qui est là pour vous écouter. Alors, vous pouvez vous impliquer. Vous êtes des témoins aussi privilégiés de ce qui se passe. Alors, merci de votre attention. Ici Michel Beausoleil. Merci à toute l'équipe également. Merci à Geneviève. Merci à Réal David à la caméra. Merci à Stéphane et Tony à la régie. Merci également à Denis à la perche au son. Merci à vous. Bonne semaine.